Murdoch devient un empereur impérialiste. Et dès 1976, c'est depuis New York qu'il rationalise la gestion de son immense empire. En 1985, son groupe est le premier consommateur mondial de papier journal. Alors il mutualise l'achat de papier de ses 80 magazines et journaux. Il embauche Howard Rubenstein pour gérer son image. Et ce grand patron des RP à New York lui obtient même une trêve avec le Daily News, chaque journal s'interdisant désormais de s'immiscer dans la vie privée de l'autre propriétaire. Et puis Rubenstein lui présente un autre de ses clients qui s'appelle Donald Trump à la fin des années 70. Là, Murdoch, gentiment, charge la chroniqueuse de la page 6 du New York Post, Cindy Adams, dit Gossip Girl, vous savez, la fameuse série, de feuilletonner la vie du Donald, comme on dit déjà, pour toujours faire vendre encore plus de papier. En 82, Murdoch rachète le Boston Herald à la famille Hearst, vous savez, la famille du mania qui avait inspiré Citizen Kane, et il s'en sert immédiatement pour lutter férocement contre son adversaire politique, Ted Kennedy. En 83, il va acheter le Chicago Sun-Times. Vous savez, c'est le moment où Harry Evans, son ancien rédacteur en chef, va faire paraître ses mémoires et va donner cette image perverse, folle, d'empereur à Murdoch. À ce moment-là, Murdoch, évidemment, abaisse le journal comme les précédents et il l'assume très bien. Mais quand on lui demande en 84 sur la chaîne ABC si ces journaux finalement ne font pas appel qu'aux bas instincts des lecteurs, il répond qu'il n'y a rien de mal à s'adresser aux masses et, je cite, que si Shakespeare écrivait pour les masses, aujourd'hui, il écrirait probablement pour Dallas. Forbes, à ce moment-là, estime la fortune de Rupert Murdoch à 1,5 milliard de dollars. 5 ans plus tard, elle sera 6 fois supérieure. Ce qu'il est en train de construire, c'est tout simplement le plus grand empire de communication que le monde n'ait jamais connu et probablement ne connaîtra plus jamais. À ce moment-là, le républicain Ronald Reagan vient au siège du New York Post en novembre 1979 pour rencontrer Murdoch et son discours néolibéral, hostile à l'État, séduit immédiatement le patron australien. À ce moment-là, il nomme à la tête du New York Post Max Newton, qui va n'avoir de cesse que de promouvoir les politiques économiques promues par Reagan, ce qu'on appelle les Reaganomics, et les idées de l'économiste libéral Milton Friedman, leur Dalai Lama, qui en personne écrit au rédacteur en chef Newton pour l'en féliciter. Pour cette engeance, seules des politiques conservatrices et des marchés totalement libres pourront rendre le monde sûr et prospère. À cette époque, l'avocat de Rupert s'appelle Roy Cohn. C'est l'ancien bras droit du sénateur McCarthy pendant le McCarthyisme. C'est un proche de la CIA, c'est un proche de Charlie Wick, l'ami de Murdoch qui a été nommé à la tête de l'agence d'information des États-Unis. Et il tente, à partir de janvier 81, au moment où Reagan s'installe à la Maison-Blanche, de lui obtenir un rendez-vous au bureau ovale. Finalement, ce n'est qu'en mars 83 que Murdoch l'obtiendra, et à partir de ce jour-là, il utilisera la désinformation dans ses titres pour ruiner la réputation de la candidate démocrate à la vice-présidence, Géraldine Ferraro, en publiant par exemple que ses parents avaient été arrêtés pour jeu illégal dans les années 40. Il va aussi attaquer tous ceux qui dépendent du welfare state, vous savez, l'État-providence pour vivre. Par exemple, le Post prend fait et cause pour un homme blanc qui a tué 4 adolescents noirs dans le métro. Alors il dit qu'ils auraient tenté de lui voler son argent, et le Post l'appelle pendant des jours et des jours le justicier du métro. Et va jusqu'à dire que, je cite, l'énergie et la prospérité de l'Amérique blanche et industrieuse a été asséchée par l'énorme problème noir. On est presque 30 ans après la fin de la ségrégation. Et à ce moment-là, Reagan devient le grand amour de Rupert Murdoch. Et quand Margaret Thatcher, qui a fait sa fortune, condamne l'invasion de la Grenade, qui est un membre du Commonwealth, par les Américains en 83, Murdoch dit carrément « Thatcher n'a qu'à fermer sa gueule. Je veillerai à ce qu'elle le paye. » Les intérêts des États-Unis, aux yeux de Rupert Murdoch, ils supplantent ceux de toutes les autres nations de son empire. Parce que la révolution conservatrice qu'il défend, c'est d'abord celle des intérêts américains dans le monde, selon lui. Et lors de l'entretien de mars 83 à la Maison-Blanche avec Reagan, ils parlent tous les deux d'une opération qui s'appelle « Projeter la démocratie ». Il s'agit en fait de financer sur des fonds secrets américains une campagne de propagande en Europe pour soutenir le déploiement de missiles nucléaires et aussi de justifier l'action des escadrons de la mort qui en fait sont dirigés par la CIA en Amérique latine pour renverser certains pouvoirs socialistes. Murdoch accepte sans broncher de mettre ses fonds
de mettre son influence et ses journaux à la disposition de Reagan contre l'assurance qu'il aura le soutien de son administration dans toutes ses affaires, dans les affaires de News Corp. À ce moment-là, Murdoch recrute à Londres un type qui s'appelle Brian Crozier, qui va multiplier dans le Times les articles de propagande, tout en créant, dans le même temps, avec l'argent de la CIA et celui de Murdoch, une organisation anticommuniste clandestine, ce qu'il va lui-même raconter peu de temps après dans un livre édité par la maison d'édition de Rupert Murdoch, qui à ce moment-là se construit la réputation d'un ministre occulte de la propagande américaine dans le monde entier. Parce qu'il a aussi fait des journaux de News Corp, des outils d'influence au service de l'État d'Israël, qu'il soutient depuis la fin des années 50, d'abord sous l'influence de son ami, vous savez, Leonard Goldenson, celui qui a dirigé ABC Paramount de 53 à 86, qui a développé la télévision comme un média de masse, et a fortiori depuis le rachat en 76 du New York Post, qui a un lectorat à New York constitué fortement de personnes de la communauté juive de New York. Murdoch, finalement, avait compris avant les autres le potentiel que représente la fusion de l'information et du divertissement, parce qu'il a réuni des industries qui étaient jusqu'alors totalement indépendantes. La presse, l'édition, la production audiovisuelle, la distribution et le divertissement. Hollywood. Selon lui, pour être complète, une société de médias doit à la fois produire du divertissement et de l'information. Alors, il va donner naissance à une nouvelle forme d'intégration verticale des médias. D'abord en produisant les contenus, que ce soit les films comme les émissions d'ailleurs, puis en contrôlant leur distribution sur plusieurs continents, en profitant de la technologie du satellite qui arrive sur le marché, et ensuite en réduisant ses coûts et en augmentant ses prix. Tout ça pour chercher finalement à constituer des monopoles, lui qui dit qu'il se bat contre les monopoles. En 83, d'ailleurs, Murdoch va louper complètement le coche du câble, avec l'énorme potentiel du câble pour relayer des chaînes diffusées justement par satellite, alors que le fondateur de CNN, son concurrent démocrate Ted Turner, lui prend ce virage. Murdoch achète 6% de Warner Bros. Que le propriétaire Steve Ross lui rachètera immédiatement après au prix fort. On appelle ça un baiser d'adieu dans la finance. C'est quand un homme très puissant achète une part minoritaire d'un grand groupe, qu'on a peur qu'il lance un raid et qu'on lui rachète plein pot. En fait, ça s'appelle une rançon. Et à ce moment-là, Rupert Murdoch se voit bien passer d'éditeur de presse à grand financier, grand argentier international qui fait des raids. Et il est vrai qu'à cette époque, il est craint par tous les puissants des années fric. En 84, il va racheter la moitié de la 20th Century Fox, puis ensuite prendre une participation dans Metromedia. C'est un réseau de chaînes de télévision indépendantes aux États-Unis qui représente quand même 22% de l'audience américaine, c'est-à-dire juste en dessous de la limite du quart fixée par le régulateur américain. Et là, Murdoch, en 85, il rachète la seconde moitié de la Fox et il rapproche Metromedia et la Fox au sein de Fox Incorporation, qui est le premier grand studio de cinéma américain à posséder son propre réseau de distribution télévisée. À ce moment-là, le patron de la Commission fédérale des communications, qui a été nommé par Reagan évidemment, a entrepris une déréglementation radicale de la radio-télévision américaine en supprimant les 2/3 des règles en vigueur. C'est ce fameux Mark Fowler qui permet à Murdoch de prendre pied, de développer cette vision, et Murdoch le qualifie carrément d'un des plus grands pionniers de la révolution de la communication. Et en 89, quand il fusionne Harper et Collins, deux maisons d'édition, celui qui a jamais lu un livre, de son propre aveu, devient l'un des plus grands éditeurs de langue anglaise du monde. Et il va faire d'HarperCollins un outil d'influence médiatique et politique sans précédent en opérant des synergies avec ses autres médias. Murdoch d'ailleurs finance toujours ses achats par des emprunts, donc avec l'argent des autres en quelque sorte, et au prix d'un niveau d'endettement record, colossal. Il y est encouragé en plus par la mondialisation et par les principes comptables australiens qui lui permettent d'inscrire à son bilan des actifs incorporels, tels que la réputation ou la propriété intellectuelle, le catalogue si vous voulez, de ces entreprises, qu'il vient de racheter à un prix supérieur à la valeur de ses actifs tangibles. Mais aux États-Unis, la loi est un peu différente, et dans le monde entier d'ailleurs. Et au contraire, il est obligatoire d'amortir sa survaleur et les obligations qui sont considérées comme de la dette en Amérique, alors qu'en Australie, ce n'est pas le cas. Rupert Murdoch a pu construire un empire de l'effet de levier. Il a pu gonfler artificiellement ses fonds propres en y faisant apparaître des actions privilégiées qui, aux États-Unis, auraient été considérées comme de la dette. Sous-entendu, News Corp n'aurait pas pu exister, il n'aurait pas pu créer le plus grand empire du monde en restant dans les cadres
juridiques, légaux et dans les règles. L'achat de Fox d'ailleurs et de Metromedia, s'il l'avait fait aux États-Unis, aurait fait baisser la valeur News Corp, lui empêchant de rembourser ses dettes. Alors que, puisque la société est australienne, ça lui a permis d'acheter encore plus en s'endettant, puisque à chaque fois qu'il s'endette, il augmente dans la loi australienne sa capacité d'emprunt. Et à chaque plus-value qu'il empoche sur la revente d'actifs, ça lui permet de survaloriser la valeur comptable de l'ensemble de ses autres actifs, tout en jouant aussi évidemment sur les taux de change entre chacun des pays de son empire, le dollar et la livre sterling notamment. Ce qui va lui permettre de consolider déjà son groupe, mais surtout le contrôle sur son groupe, avec des très astucieux montages qui d'abord lui permettent d'accroître son fameux muscle financier, mais aussi de ne pas vendre, de ne pas céder ses parts de sa holding. Et pour prêter de l'argent à Murdoch, il faut savoir que les banques devaient à l'époque renoncer à ce que les emprunts soient garantis par les avoirs de News Corp. C'est comme si en gros Murdoch leur faisait une fleur en leur empruntant de l'argent à elle précisément. C'est comme ça qu'il a battu une sorte de pyramide de l'effet de levier qui, de fait, fonctionne aussi longtemps que le flux de trésorerie de ses acquisitions lui permet de couvrir le service de sa dette, de rembourser ses traites. Plus il s'endette, plus évidemment il grimpe dans le classement des fortunes, puisqu'il est calculé sur la base de la valeur boursière des sociétés que les milliardaires contrôlent. Et en octobre 1987, juste avant le krach boursier, à ce moment-là, Rupert Murdoch est la 8e fortune mondiale, avec 2,1 milliards de dollars. La structure internationale de News Corp est unique et elle lui permet de minimiser ses revenus imposables en affichant, quand il le souhaite, des pertes dans les pays aux fiscalités les plus élevées et des gains dans des paradis fiscaux où il n'a aucune réelle activité, aucun titre de presse. En 1999, The Economist avait calculé que News Corp avait généré 1,4 milliard de livres de bénéfices depuis 1978 en Grande-Bretagne sans payer un seul livre d'impôt, pas un livre d'impôt en 20 ans. Et dans le monde, News Corp a généré 5,4 milliards de dollars de bénéfices entre 1996 et 1999 pour ne reverser que 325 millions de dollars d'impôts. Ça fait à peu près 6%, alors que Disney, une entreprise de taille comparable à l'époque, en versait 31%. Murdoch, vous l'avez compris, a réussi un tour de force qui lui a garanti ce pouvoir sans égal à l'intérieur de son empire, mais aussi cette capacité à se décider vite pour rafler ses concurrents ou pour les tuer dans des guerres des prix. La clé de son empire, c'est justement qu'il a pu la développer sans jamais réduire le pourcentage du capital que lui possède dans News Corp. Et il la possède via sa société familiale qui s'appelle Cruden Investment, qui est au sommet de toute sa pyramide de pouvoir de contrôle, donc sa famille, ses enfants. Il a au final toujours été à l'abri du mécontentement de ses actionnaires, mais aussi d'une OPA hostile, alors que son taux d'endettement était à l'époque 2 fois plus élevé que la moyenne de toutes les entreprises cotées. Et Murdoch aussi n'a jamais eu à verser de dividendes, ce qui n'affectait pas ses profits, puisqu'il pouvait les mettre sur son fameux levier bancaire et construire sans cesse ces poupées russes. D'ailleurs, pour devenir propriétaire de Metromedia, Murdoch a quand même dû accepter quelque chose. Ce patriote australien a dû se résoudre à demander la nationalité américaine parce que, on le sait, New York vaut bien une messe, mais il ne pouvait pas, à ce moment-là, être propriétaire sans être de nationalité américaine. Cela étant, il a refusé de se plier à une autre réglementation, celle sur la propriété croisée, c'est-à-dire qu'il était obligé, depuis 1975, de revendre ses titres de presse pour avoir une télévision aux mêmes endroits. Et c'est à ce moment-là qu'il a demandé de l'aide à un sacré loustic, un proche de Ronald Reagan qui s'appelle Roger Stone, on en reparlera, qui va lui obtenir pendant 12 ans, jusqu'en 87, des dérogations annuelles de la Commission fédérale des communications. L'opposant de très longue date de Rupert Murdoch, Ted Kennedy, fera finalement adopter une mesure législative qui va interdire à cette commission d'étendre toute dérogation ancienne ou d'en donner une nouvelle. Et ça va obliger Rupert Murdoch à se séparer de son titre adoré, le New York Post. De son propre aveu, c'est le pire moment de sa vie. Le pire, c'est que juste après l'avoir vendu, la Cour d'appel de Washington va lui donner raison, en considérant que cette mesure le visait lui spécifiquement. Mais c'était trop tard, et d'ailleurs c'est la première fois que Murdoch s'endort dans une ville où aucun journal ne lui appartient. De l'autre côté, à Hollywood, à la tête de Fox Network, Murdoch a hérité d'un patron particulier. Il s'appelle Barry Diller, c'est l'inventeur des téléfilms chez ABC, et il avait été nommé 10 ans plus tôt patron de la Paramount, à 32 ans seulement. Et c'est à la Paramount qu'il avait embauché d'ailleurs son ami Michael Eisner, qui deviendra plus tard, vous savez, le PDG le mieux payé du monde chez Walt Disney de 1984 à 2005.
Et en fait, c'est Marvin Davis, l'ancien propriétaire du studio, à qui il avait promis les pleins pouvoirs quand il avait racheté la Fox en 80 à 50-50 avec Mark Rich, le fondateur du trader de matières premières Glencore, qui va être condamné en 83 à 325 années de prison pour ce qui est la plus grosse fraude fiscale de toute l'histoire des États-Unis, et aussi pour violation de l'embargo américain sur le pétrole iranien. Parce que vous verrez qu'en janvier 2001, l'une des dernières décisions de Bill Clinton à la Maison-Blanche a été de gracier ce personnage trouble, juste après que son ex-femme lui ait fait un don d'$1 million pour sa bibliothèque à la campagne d'Hillary Clinton. Murdoch donc rachète cette moitié de part de Marvin Davis avant finalement d'acheter la seconde moitié de part un peu plus tard, mais il doit supporter ses engagements envers Dyler, qui lui est un vrai libéral d'Hollywood, un démocrate pur jus, qui voyage dans son jet privé toute la journée. À la Fox, il touche 4 fois le salaire de Rupert Murdoch. Et c'est drôle parce que c'est là que Murdoch va changer de mode de vie. C'est pour en imposer à ce milieu qu'il exècre, et qui d'ailleurs n'est pas impressionné par la fortune de Rupert Murdoch, qu'il va acheter son tout premier jet privé. En 86, d'ailleurs, Murdoch, pour parachever son histoire, rachète enfin le Melbourne Herald, l'ancien journal de son père, après 2 mois de bataille totale contre le groupe Fairfax, l'ancien employeur de son père. Et pour y parvenir, il doit même vendre ses chaînes de télé australiennes, parce que l'amendement Murdoch qu'il avait fait adopter pour l'avantager par son ami le Premier ministre Fraser se retourne aujourd'hui contre l'Américain, le citoyen américain Rupert Murdoch. Mais après 34 ans de patience et l'échec d'une première tentative d'achat en 79, il y tenait trop, il voulait savourer sa vengeance, et Rupert Murdoch tient une conférence de presse devant toute la presse australienne réunie en compagnie de sa mère Elizabeth, déjà ancienne, déjà vieille. Et ce jour-là, Murdoch a réussi la première partie de son pari. C'est l'empereur, il a surpassé son père. Il possède le principal quotidien de chaque métropole et 60% du marché australien des journaux à l'époque. 2 ans plus tard, il va fermer le journal de son père et le fusionner avec le Sun. C'est encore un acte freudien pour Rupert Murdoch, qui désormais domine sans partage l'Australie. Il est su de tous les citoyens, que Murdoch peut convoquer le Premier ministre quand il le veut, où il le veut. Seulement, Murdoch maintenant a pris goût à ce pouvoir et il veut posséder le monde. Celui qui se fiche des conventions et des usages intègre en octobre 87 le club très fermé des milliardaires et assiste en compagnie de Donald Trump à cette fête donnée par Forbes, vous savez, en l'honneur des 400 milliardaires. Il n'y avait que 400 milliardaires à cette époque-là. Et juste après le krach boursier, qui suit cette soirée de quelques jours, Murdoch va voir sa fortune divisée par 3, et finalement, cette crise lui coûtait personnellement 1,7 milliard de dollars. Seulement, il veut démontrer sa puissance, et il organise à Aspen son tout premier séminaire, qui va tenir depuis tous les ans, où il invite en juin 88 Robert Nixon, celui qui le conseille depuis de nombreuses années sur ses relations internationales, mais aussi Paul Volcker, celui qui vient de descendre de charge, qui a été patron de la Fed pendant 8 ans, où il a mis en place une politique très violente contre la stagflation qui a détruit des millions d'emplois, qui a appauvri des millions de gens. Et toute cette joyeuse équipe est acheminée avec les équipes de News Corp en jet privé. Murdoch, à ce moment-là, rentre d'ailleurs au Hoover Institute. C'est le think tank ultra-conservateur de Stanford. Et il se croit vraiment arrivé sur le toit du monde.